Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, des incendies bien avant l'été en Lozère, en Côte d'Or et en Charente-Maritime. Malgré les pluies de ces derniers mois, les sols sont secs. Plusieurs dizaines d'hectares ont été détruits. L'entreprise chimique française Polytechnil, rachetée par un fonds américain, 480 emplois vont être supprimés. Seuls les brevets intéressent le repreneur. L'activité va s'arrêter dès le 30 avril. À 2 mois des vacances d'été, Transavia annule 400 vols. Elle invoque la hausse du prix du kérosène. D'autres compagnies pourraient suivre dans les prochaines semaines. Notre enquête sur ces communes dans lesquelles les voitures ne sont plus les bienvenues. Une partie des centres-villes leur est interdite. Les automobilistes sont priés de se garer ailleurs. Les habitants sont partagés. Enfin, ils sont frères et sœurs, parents et même grands-parents. Ils sont traiteurs, couvreurs, pizzaiolos. Depuis des années, ils travaillent en famille dans la bonne humeur malgré les longues heures passées ensemble. Qui aurait pu le croire il y a 3 mois quand des records de pluviométrie étaient battus presque partout en France? Nous sommes fin avril, la saison des incendies a bel et bien commencé car les sols sont secs, y compris dans les départements en général épargnés. Sophie Chevalreau, Tiffany Yen et Pierre Jagline. 30 hectares de végétation calcinée. Des flammes stoppées par les pompiers alors qu'elles s'approchaient des habitations, ici à Pourcharès en Lozère. Le feu s'est déclaré hier après-midi. La lutte a duré toute la nuit. 80 pompiers mobilisés, un camping et un centre de vacances évacués en urgence. Les opérations de noyage continuent aujourd'hui pour venir à bout de ce feu de forêt, le deuxième en 3 semaines dans le secteur. C'est vrai que c'est assez impressionnant, des incendies d'une aussi grande ampleur à ce moment-là de la saison, début printemps. Il faut être très attentif et faire très attention à la nature actuellement, quoi. En Savoie hier, dans les Ardennes ou encore dans l'Oise, sur tout le territoire, au moins 13 feux de forêt rien que sur la semaine passée. Comment l'expliquer si tôt dans l'année ? On est face à une année un petit peu particulière parce qu'après un hiver particulièrement pluvieux sur l'ensemble de la France, on est confronté depuis le début du mois de mars à un déficit pluviométrique. Mais effectivement, on a une sécheresse des sols, une sécheresse de surface comme on l'appelle, qui est nettement prononcée pour la période. Ce manque d'eau dans la végétation, dans les plantes, peut aggraver et faciliter un départ de feu. Il y a 2 jours, 4 hectares ont brûlé en Côte d'Or. Alors le maire d'une commune touchée envisage de restreindre l'accès à la forêt le plus tôt possible. Ça va devenir certainement une nécessité, malheureusement. Le problème, c'est les pique-niques. Ça peut être un mégot de cigarette, ça peut être un barbecue improvisé. Avec le manque d'eau, on va avoir vraiment de gros problèmes. 90% des feux de forêt sont d'origine humaine. Pour limiter les risques, les habitants de 48 départements sont actuellement concernés par l'obligation de débroussailler avant cet été. Également dans l'actualité, le rachat par un fonds d'investissement américain d'un fleuron de l'industrie chimique française. La société s'appelle Polytechnil, elle emploie 550 salariés. Seuls 72 vont garder leur emploi. Le repreneur ne s'intéresse pas du tout à l'activité de l'entreprise, mais uniquement aux brevets dont elle a l'exclusivité. Roxane Sigula et Séverine Agi. Sur leur smartphone, la décision qu'ils redoutent depuis une semaine, désormais écrite noir sur blanc. Le tribunal de commerce de Lyon vient d'accepter la seule et très maigre offre de reprise de leur entreprise Polytechnil, fabricant de plastique technique pour les industries automobiles et textiles. C'est écœurant. Écœurant, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en train de briser l'outil industriel de la vallée. Sur les 550 salariés des 2 sites, ici à Saint-Fons et à Valence, le repreneur américain Lone Star n'en sauvera que 72. Même pour cela, rien ne semble garanti. Cette société qui va reprendre une partie de ce site a aussi annoncé dans son offre préliminaire que dans les 9 à 12 mois, en fait, les salariés ainsi que les activités seront transférées sur un autre site. Est-ce que ça sera aussi l'ensemble des salariés qui seront transférés? Il y a beaucoup de questions. Car ce qui a motivé ce fonds d'investissement américain, ce ne sont ni les salariés, ni les machines, ni les terrains, mais uniquement les brevets du groupe. Les brevets, ils ont une valeur. Ils peuvent être vendus ou bien exploités contre une redevance, et c'est probablement ça qu'a senti l'acquéreur. Il a probablement déjà trouvé
des utilisateurs de ces brevets qui vont lui permettre de rentrer dans ses frais. Au-delà de l'entreprise, la crainte de l'effet domino. Le maire de Saint-Fons s'inquiète de voir les restaurants, les commerces de sa commune s'effondrer à leur tour. Ils font partie de l'environnement de Saint-Fons. Certains habitent la ville, mais d'autres viennent sur la ville consommer. Donc ça met aussi en péril toute l'activité économique de la ville. Depuis 5 ans, les entreprises de la fameuse vallée de la chimie dans la région lyonnaise vacillent les unes après les autres. Le fabricant de PVC Chemone, tout proche de la faillite avant d'être repris par un fonds américain. Ou le spécialiste des produits chimiques Vancorex, racheté par un concurrent chinois il y a quelques mois. Selon une récente étude, près de 20 000 emplois de la filière chimie pourraient disparaître en France dans les toutes prochaines années. Eux aussi sont dans l'actualité. Les prix des carburants poursuivent des trajectoires divergentes ce soir. Quasi-stabilité pour le samplon 95, baisse de 8 centimes pour le gazole. Le blocage du détroit d'Ormuz a provoqué la flambée d'un autre dérivé du pétrole, le kérosène. Son prix a doublé en 2 mois. Des compagnies aériennes commencent à annuler des vols. Transavia vient d'annoncer la suppression de 400 vols d'ici fin juin. La saison d'été est-elle menacée? D'autres compagnies vont-elles suivre? Arsène Gay et Kezia Cretin. Ce week-end de l'Ascension à Copenhague, Armelle le prépare depuis des semaines. Alors, lorsqu'elle reçoit ce mail de sa compagnie aérienne il y a quelques jours, c'est la douche froide. Nous avons le regret de vous informer que le vol est annulé et en fait, la seule option, demander le remboursement de votre commande. Voilà. Donc c'est assez décevant. 1 000 € remboursés, mais l'hôtel est déjà réservé. Elle choisit donc de reprendre des billets via une compagnie différente, 500 € plus cher. Et la crainte du même scénario. J'ai aucune certitude qu'il n'y ait pas là aussi une annulation. Donc je vais scruter mes mails jusqu'au 17 mai. Et voilà, je pense à toutes les personnes qui sont dans notre cas. Ces dernières semaines, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de supprimer certaines liaisons. La faute au prix du kérosène devenu trop cher avec le conflit en Iran. Dernier exemple en date, Transavia, la filiale low cost d'Air France, a ce samedi annoncé l'annulation de 2% de ses vols au mois de mai et juin, soit 400 au total. Le vôtre est-il concerné? Sur quel trajet les compagnies choisissent de réduire la voilure? Explication. En tant que compagnie aérienne, on va chercher les lignes pas assez rentables. Quand le coût de kérosène augmente, l'équilibre économique est rompu. Il faut supprimer les vols pour pouvoir regrouper tous les voyageurs au sein d'un second avion et donc augmenter le taux de remplissage. La plupart du temps, ce sont donc les courts courriers qui sont concernés. Que faire si c'est votre vol qui est annulé? Les compagnies sont tenues de vous proposer 2 solutions. Première option, vous remboursez totalement et sans frais. Deuxième option, vous reportez sur un autre vol. Mais attention, vos droits dépendront du moment où vous partirez. Soit le réacheminement nécessite que vous passiez 1 ou plusieurs nuits supplémentaires. Et à ce moment-là, la compagnie aérienne a l'obligation de vous fournir l'hébergement et la restauration. À l'inverse, si le réacheminement vous conduit à perdre des prestations, des nuits d'hôtel, des visites, etc., eh bien la compagnie aérienne n'a pas l'obligation de vous les rembourser. Les annulations de vol pourraient-elles se prolonger durant l'été? Si le risque existe, pour l'instant, aucune compagnie aérienne ne l'a annoncé. 2 fois en 48 heures, des voleurs pas encore identifiés ont dérobé des câbles de signalisation de la SNCF entre Paris et Orléans. La circulation des trains a été très perturbée. Elle n'a été rétablie qu'en fin d'après-midi. Samedi, un autre vol avait eu lieu sur le même axe. Élise Kousmac, Antoine Depeuil et Jeanne Pommier. Début de semaine, difficile pour les voyageurs de la ligne Paris-Orléans aujourd'hui. À la gare d'Austerlitz, jusqu'à 1h40 de retard enregistré à l'arrivée. J'ai essayé de décaler mon rendez-vous, heureusement ça s'est fait, mais là maintenant, il faut que j'y aille. Oui, on a vu pas mal de gens intervenir sur les voies. Nous avons longé la ligne de train aujourd'hui à la rencontre des techniciens. S'ils interviennent, c'est à cause d'un vol de câbles de cuivre opéré dans la nuit à cet endroit qui n'est visiblement pas protégé par des grillages. Il y a 48 heures à peine, un autre tronçon de cette même ligne entouré cette fois-ci de ce type de grillage facilement sectionnable avait déjà été la cible de vols de câbles. Ils sont convoités par les voleurs pour la valeur du cuivre contenu à l'intérieur, près de 10 000 € la tonne. Impossible pour le moment de déterminer le mode opératoire des malfrats. Je mets en place. Mais la SNCF compte renforcer la surveillance sur l'axe Paris-Orléans, notamment via ses drones équipés de caméras thermiques.
Ils sont déjà utilisés pour surveiller les 28 000 km de voies du réseau. Les points de chaleur nous permettent de repérer les différentes personnes ou individus qui seraient susceptibles d'entrer et de pénétrer dans les zones SNCF qui leur sont interdites. À côté des armoires électriques, des postes d'aiguillage, des caméras ont été installées et plus de 3000 agents au total surveillent les voies. 200 000 heures de surveillance sont réalisées chaque année par la Sûreté ferroviaire pour SNCF Réseau. Au total, la SNCF investit près de 100 millions d'euros chaque année pour la protection de son réseau. 2 jours après avoir tenté de tuer Donald Trump et plusieurs autres personnalités lors du gala de la presse à Washington, le suspect Cole Allen vient à l'instant d'être mis en accusation par la justice américaine pour tentative d'assassinat. Samedi, il a réussi à franchir le périmètre de sécurité qui protégeait le président et le vice-président des États-Unis. Comment a-t-il fait? Pourquoi n'a-t-il pas été repéré et arrêté plus tôt? Esther Lefebvre, Justine Jankowski et Armel Exposito. Plus d'1 millier de chambres. Dans cet hôtel immense, en caméra discrète, notre équipe monte sans être contrôlée jusqu'au 10e étage. À ce niveau, samedi soir, le tireur présumé prépare ses armes à feu. Tandis que ce journaliste britannique ajuste son costume à quelques mètres de lui. Il était en fait dans la chambre voisine. Ça m'a glacé, j'étais très choqué. Au checking, il n'y a eu aucun contrôle des bagages au rayon X ou détecteur de métaux pour vérifier le contenu. Et on pouvait circuler librement dans l'hôtel. Selon toute vraisemblance, le tireur emprunte alors ce passage discret. Juste derrière cette porte, il y a les chambres d'hôtel et le suspect serait donc passé par cet escalier qui est un escalier de service réservé au personnel. Il descend à pied les 10 étages pour contourner les zones publiques les plus surveillées. Arrivé en bas, l'accès est aujourd'hui bloqué. Via la visite virtuelle du site internet de l'hôtel, nous découvrons cet accès. Samedi soir, un point de contrôle est installé ici, sous cette caméra qui filme la scène. On aperçoit le tireur, traversé en courant. Il sera neutralisé quelques mètres plus loin, en haut de cet escalier. Juste en dessous, l'entrée de la salle de bal. Là encore, la réaction des services de sécurité pose question pour les spécialistes. Vous avez énormément d'agents, ils regardent tous dans la même direction. Et donc, ils ne voient pas arriver l'individu qui vient dans leur dos. Votre rôle, c'est de bunkeriser. C'est-à-dire que personne ne doit passer. Et donc, c'est pas parce que tout le monde est rentré que la mission est finie. Au même moment, dans la salle de bal, les convives sursautent en entendant des coups de feu. Sur la scène à droite, le vice-président est exfiltré au bout de 10 secondes. Quant au président Donald Trump, il est aussitôt cerné par les agents du Secret Service et évacué en 2e au bout de 10 secondes supplémentaires. Pourquoi un tel délai? Il l'explique plus tard. C'était un peu de ma faute, je voulais voir ce qui se passait et je ne leur facilitais pas la tâche, je voulais vraiment comprendre. Ce dîner aurait-il dû être sécurisé au niveau maximal des plus grands événements, comme l'investiture présidentielle? Si vous n'avez pas une centralisation, il peut y avoir un problème de communication entre la sécurité de l'hôtel et le Secret Service ou la police sur place. Résultat, 2 possibles angles morts dans la protection du périmètre. Également dans l'actualité en France, ce mouvement de colère des surveillants de prison, 20% des établissements ont été touchés. Vous connaissez le contexte. La France compte 63 000 places de prison dans lesquelles s'entassent 87 000 détenus, ce qui rend très difficile, parfois dangereux, le travail des agents pénitentiaires. Mathieu Desmoulins, Morgane Bencab et Frédéric Mérin. Aucune entrée, aucune sortie. À Marseille, comme dans une quarantaine d'autres prisons du pays, ces surveillants ont bloqué tout accès, toute visite au parloir, avec le même mot d'ordre. Trop de détenus, pas assez de personnel pénitentiaire. La plupart des cellules sont triplées, voire quadruplées, ce qui fait qu'il y a des matelas au sol. Ce sont des personnes qui sont dans des cellules de 9 mètres carrés, donc ça crée des tensions. Et ça se répercute sur les personnels de surveillance. Pour preuve, cette vidéo tournée illégalement par un détenu marseillais. 3 hommes entassés au milieu des cafards, faute de place suffisante, car les prisons françaises accueillent aujourd'hui près de 87 000 détenus.
pour seulement 63 000 places, 137% de taux d'occupation. Et en face des effectifs jugés largement insuffisants. Selon les syndicats, il manquerait environ 4 000 surveillants pénitentiaires pour être efficaces. Vous allez avoir des étages où ça sera un surveillant qui aura 2 ailes. Donc vous imaginez, c'est 60-70 en règle générale sur une longueur d'aile. Mais si vous allez à Fresnes, c'est 143 par aile. Au Baumettes à Marseille, ce sont même 2 nouveaux quartiers, soit près de 300 places qui ne peuvent pas être occupées par manque de personnel. Le ministère de la Justice promet le recrutement cette année d'1 millier d'agents supplémentaires dans tout le pays, avec des salaires revalorisés ces dernières années, 1 990 € net environ en début de carrière, et jusqu'à un peu plus de 3 000 pour un major avant la retraite. Mais devant les grilles ce matin, certains songent tout de même à jeter l'éponge. Avec ces conditions, ça devient compliqué de faire son travail. Du coup, c'est vrai que partir dans une autre fonction publique devient intéressant. Des recrutements d'autant plus nécessaires que le gouvernement compte augmenter le nombre de cellules. 3 000 places de prison modulaire devraient voir le jour d'ici la fin de l'année. La question paraissait inimaginable il y a 20 ans. La voiture va-t-elle être bannie des centres-villes? Récemment, plusieurs communes ont fait le choix de les interdire dans des zones de plus en plus larges. Les automobilistes sont invités à se garer ailleurs, souvent loin des commerces. Regardez le reportage en Bretagne et dans les Hauts-de-France de Manon Debus, Sandra Douceret et Tanguy Jouard. Pas de chance pour le conducteur de cette voiture. Garée sur le trottoir, elle bloque la circulation des piétons. Direction la Fourrière. Ça fait 2-3 jours qu'elle ne bouge pas. Et le fait qu'elle ne bouge pas, c'est gênant. Et ce n'est pas la seule que Jean-Marc enlèvera aujourd'hui. 1, 2, 3 par jour, 4 par jour. C'est plus qu'avant. C'est plus qu'avant, tout à fait. Une solution extrême que la commune de Condé-sur-Escaut, dans le Nord, n'hésite plus à employer pour désencombrer la voie publique. C'est la police qui nous appelle directement. On se dit voilà, on a un véhicule gênant en stationnement. Et il faut venir tout de suite pour l'enlever. On a 20 minutes pour intervenir. Ici, le véhicule empêche le passage des secours. Il y aurait une urgence sur cette impasse. Les pompiers ne pourraient pas installer leur grande échelle ou leur canon de pompe pour pouvoir accéder aux habitations. Tolérance zéro. Les voitures seront stockées à la Fourrière, dans ce dépôt déjà saturé. Récupérer son véhicule coûte 127 €, auxquels s'ajoutent 6,75 € par jour de garde. Des frais conséquents qui s'accumulent jour après jour. De moins en moins de propriétaires viennent chercher leur voiture. C'est des véhicules qu'ils ont quelques frais à faire. Ils n'ont déjà pas la trésorerie pour faire les frais. Plus sous le coup de la Fourrière. À un moment donné, ils disent bon, on l'abandonne la voiture. Le message est clair, la voiture n'est plus reine de la ville. En France, les mesures dissuasives se multiplient. Rue à sens unique, remplacement de milliers de places gratuites par des places payantes. À Lille, jusqu'à 35 € les 5 heures. Ah bah c'est très cher, oui. Et puis le fait qu'autrefois le samedi était libre pour tous les gens qui venaient, mais ça n'est plus le cas. Attention à celui qui ne réglera pas le stationnement. Cette voiture contrôle en permanence. En cas de parking impayé, une amende de 35 € est envoyée. À Rennes, la ville est même allée plus loin, en piétonnisant toute une partie du centre-ville. Rennes, c'est vraiment très, très sympa comme ville. Le fait surtout qu'il n'y ait déjà pas de voiture, pour nous, c'est le calme, c'est sympathique, ça donne plus envie d'y aller, de se balader que quand on est obligé de regarder à gauche, à droite parce qu'il y a un bus ou quelque chose qui passe. L'espace public est repensé pour les vélos, piétons et transports en commun. Depuis quelques mois, cet immense parking est en cours de destruction. Les voitures iront se garer dans ces espaces relais, en périphérie à 3 km du centre. Pour nous, c'est galère, plus galère qu'autrefois. Et ça représente un coût important qu'on n'a pas obligatoirement envie de dépenser. Alors on va aller sur les centres commerciaux extérieurs, parce que le parking est gratuit. Mais que deviennent les centres-villes? Les commerçants aussi s'interrogent. Certains s'inquiètent, comme cette vendeuse qui perd des habitués. Ça nous crée vraiment des problèmes de fréquentation. On le voit au quotidien. Moi, il y a des journées au magasin où je suis toute seule. J'attends le client. Heureusement, je suis bien occupée, mais j'ai jamais vu ça avant. On a eu une perte de chiffre d'affaires et qui est difficile à contrecarrer. Ailleurs en France, d'autres villes, plus petites, adoptent pourtant une toute autre stratégie. Ici, à Arras, il est très facile d'accéder au centre-ville en voiture et même de se garer sur la place principale. À terme, ces 200 places en surface seront déplacées quelques rues plus loin, toujours dans le centre-ville. Mais les 700 places souterraines seront bien conservées ici.
À Arras, on est une ville moyenne avec un territoire de 100 000 habitants et donc on ne peut pas se permettre de chasser qui que ce soit. Donc il faut absolument qu'on offre une solution à tous les modes de transport et de déplacement, et notamment pour les voitures. Un moyen de rester attractif pour les visiteurs qui viennent de loin. Nous, on vient pour une question de praticité des commerces. Si on peut plus se garer, on fera sur Internet, comme beaucoup de gens font malheureusement. Je suis bien obligé de venir en véhicule parce qu'il n'y a aucun transport qui ramène directement à Arras. Je mets 30 minutes pour venir à Arras en véhicule puis me stationner. Si je prends les transports en commun, j'en ai pour 2h30. Cette navette complète le dispositif. Mise en service pour relier gratuitement le centre aux différents parkings de la ville d'Arras. Et puisque nous parlons de voitures, intéressons-nous à l'une des pièces les plus convoitées par les voleurs. Il ne s'agit pas des rétroviseurs ou des phares, mais des caméras de recul. Pour quelles raisons et à qui sont-elles revendues et à quel prix? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Sophie Chevalreau et Quentin Trigodet. Une découverte déconcertante. Je me suis rendu compte que ma caméra, du coup, n'était plus là. Le mois dernier, cet automobiliste s'est fait voler sa caméra de recul durant la nuit. Sa voiture était stationnée dans la rue. Elle a été arrachée et après j'ai mis du scotch pour éviter que l'eau rentre. Je m'y attendais pas. Après, voilà, je pense que je suis loin d'être la seule, malheureusement. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes venaient déposer plainte au niveau du commissariat. En effet, ces 2 derniers mois à Blois, pas moins de 68 caméras de recul ont été volées dans différents quartiers, de jour comme de nuit. S'agit-il d'un seul auteur, d'un groupe? L'enquête est toujours en cours. Déjà plusieurs personnes interpellées. Ce qu'on peut voir à l'image, c'est une empreinte de doigt qui a été relevée par nos collègues de la police technique et scientifique. Ça fait partie des caméras qu'on a pu retrouver sur les personnes que nous avons interpellées. Toutes les voitures concernées sont des modèles de la marque Renault, sur lesquels la caméra est intégrée au logo, en un seul bloc. La pièce n'est pas particulièrement rare, simplement facile à subtiliser. La fixation est très simple, c'est avec du scotch double face qui est vraiment mis par le constructeur. Et là, on a une connectique toute simple qui vient. Donc, à retirer, c'est enfantin. Coût du remplacement pour les victimes, entre 300 et 500 €. Et seule une assurance tout risque permet d'être indemnisée. Les pièces de véhicules les plus volées en France l'an dernier sont les caméras de recul, en très grande majorité de la marque aux losanges. Contacté, le constructeur assure avoir fait le nécessaire. Renault déplore ces vols de caméras. Dans la conception des nouveaux modèles, l'intégration de la caméra a été modifiée au niveau du design pour arrêter ce phénomène. Que deviennent les caméras volées? Nous trouvons de nombreuses annonces sur les sites de vente entre particuliers et sur les réseaux sociaux. Des caméras proposées pour quelques dizaines d'euros. Quand on intervient là, sur un vol de caméra, effectivement, la pièce que vous voyez ici là, n'est plus existante. Donc le véhicule arrive ici avec cette pièce manquante. Ce carrossier connaît très bien le problème. Il ne compte plus les clients concernés. Même l'un de ses employés a été victime du vol de sa caméra de recul à 3 reprises. T'arrives le matin sur ton parking, pouf, plus de caméra. 2 fois sur la même voiture. Et la 3e fois sur la voiture que j'ai repris derrière. Maintenant, j'ai décidé de plus de voiture neuve. Sans caméra de recul, avec des bosses, c'est pas grave. D'autres vont jusqu'à poser des rivets sur leur voiture pour être sûr de la retrouver entière. Que se passe-t-il dans les cimetières bretons? Plus d'une dizaine a été vandalisée ces dernières semaines. Parfois, des voleurs repartent avec des statuettes et des plaques en bronze. Des appels à témoins ont été lancés, pour l'instant sans résultat. Des mairies ont décidé d'installer des caméras de surveillance. Mais cette solution, vous allez le voir, n'est pas simple à mettre en œuvre, notamment pour des raisons juridiques. Corentin Madère, Laura Baquet et Quentin Fichet. 28 tombes brisées dans ce cimetière d'Ille-et-Vilaine. C'est lamentable et c'est honteux, et c'est une profanation. En seulement 3 nuits, 3 séries de vandalisme dans cette même petite ville. Et pour le maire, l'une des raisons de ces pillages, un cimetière trop facile d'accès. Des travaux vont être engagés sur la possibilité de rehausser ce muret. Peut-être également de mettre un système de barrière au-dessus de ces murets. Car dans les cimetières anciens, les murets ne dépassent pas 1,10 m. Très facile à enjamber, comme ici, à Trévron, dans les Côtes-d'Armor.
Après des vols de fleurs, la municipalité a décidé d'installer une caméra à détecteur de mouvement. Mais le modèle choisi n'est pas aux normes, la préfecture demande son retrait. C'est une caméra cachée pour les trucs de chasse, ce que j'avais compris, et il est obligé de l'enlever. Désormais, c'est Jean-Marc, agent d'entretien municipal, qui garde un œil sur les lieux. Je regarde s'il n'y a pas de trucs de cassé. Je signale autrement à la mairie s'il y a des trucs qui ne sont pas corrects. Ces dernières semaines, les dégradations s'enchaînent. 9 actes de vol et de vandalisme répertoriés dans des cimetières du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de Mayenne. Dans les Yvelines, ce maire a décidé d'anticiper. La solution, installer des caméras de vidéosurveillance homologuées par la préfecture. Vous en avez une qui donne sur l'entrée du cimetière, ici, et l'autre qui donne sur le parking. Ça peut avoir une certaine utilité, ne serait-ce que pour résoudre une affaire ou pour dissuader dans certains lieux. Mais attention, la réglementation est très stricte. L'intérieur du cimetière est à la fois un espace public et privé. Les caméras de vidéosurveillance ne sont pas autorisées à filmer sans l'accord des familles. À 2 mois des vacances d'été, un vent de changement souffle sur la côte vendéenne, au Sables-d'Olonne, qui accueille en pleine saison jusqu'à 300 000 visiteurs par jour. L'eau est devenue un enjeu très important. Une mini-station de dessalement de l'eau de mer est en train d'être achevée. Elle permettra de produire 40 000 litres par jour, de quoi arroser les espaces verts et nettoyer la voirie. Sur place, Jules Bocan et Cyrine Hachemi. À première vue, cela ressemble à un banal chantier de travaux publics. Pourtant, au Sables-d'Olonne, se joue sous terre une petite révolution. Sous nos pieds, il va y avoir une unité qui va dessaler l'eau de mer, tout simplement. Oui, vous avez bien entendu. Enlever du sel de l'océan. À 2,50 m sous le sable, voici ce qui va se passer. L'eau de mer, captée grâce à des canalisations, remontera jusqu'à une machine, ici en verre, remplie de filtres. Le sel sera bloqué et seule l'eau, devenue douce, pourra alors passer. Donc le cheminement des tuyaux, il est ici, dans cette tranchée. Direction 2 cuves, enfouies il y a quelques jours. Il y a 20 mètres cubes qui vont être stockés par cube. Donc 2 fois 20 mètres cubes, 40 mètres cubes, c'est la production journalière du module de dessalement. Soit 40 000 litres d'eau douce naturelle par jour, l'équivalent d'une piscine familiale. Cette eau va servir à nettoyer certains bâtiments comme la piscine, laver le sol du remblai ou encore arroser les espaces verts. Aujourd'hui, les agents comme David Zakaria utilisent de l'eau de pluie ou le réseau d'eau potable. On a quand même des grandes surfaces, beaucoup de plantations et du coup ça demande beaucoup d'eau en arrosage. C'est quand même bien de se dire qu'on fait quelque chose pour l'environnement. Économiser de l'eau, l'argument numéro 1 qui a convaincu la ville de recourir à cette technologie. Ça va nous permettre toute l'année, y compris en période de restriction d'eau, de ne pas user la ressource et de pouvoir se servir en interne. Le système sera opérationnel en septembre prochain. Certains sablés sont déjà convaincus. On est en voie d'appauvrissement et de sécheresse, donc il faut trouver des idées nouvelles. Et celle-là en fait partie. Et les touristes, curieux. On est à la presqu'île du Cotentin, donc on est entouré de la mer de partout. Et si on peut en faire exactement la même chose, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ce chantier fait partie d'un autre plus vaste mené par la ville pour chauffer des bâtiments grâce à l'eau de mer et estimé à près de 10 millions d'euros. Après les déserts médicaux, la France va-t-elle connaître dans les prochaines années des déserts pharmaceutiques? Chaque jour ouvrable, une officine ferme, faute de rentabilité ou de personnel qualifié. Pourtant, il n'y a pas de fatalité. Regardez ces quelques exemples choisis par Élise Kousmac, Cléa Joanneau et Alice Mouchard pour le grand format de ce 20h. C'est l'histoire d'une commune de 2000 habitants dans la Sarthe qui a tout pour plaire. 2 écoles, une agence postale, un bar-tabac, une épicerie. Manque à l'appel, la pharmacie, dont la croix verte est éteinte depuis 6 mois. Voilà, comme si elle venait de s'arrêter il y a quelques minutes avec tout le stock. Au potentiel repreneur, le maire a déjà proposé de baisser le loyer, mais sans succès. La dernière personne que j'ai eue, qui avait un profil formidable et qui trouvait l'emplacement très bien, elle avait 50 ans, elle disait « je ne vais pas travailler 10 heures par jour et 6 jours sur 7 ». Et le chiffre d'affaires de la pharmacie n'arrive pas à rentabiliser le salarié dont j'aurais besoin en plus. La pharmacie la plus proche est à une dizaine de minutes en voiture.
Au-delà du problème de l'accès aux soins, les habitants redoutent un effet domino provoqué par la fermeture de l'officine. C'est comme ça que ça commence. C'est un boulanger, un pharmacien, un docteur. Et puis après, plus d'école et on devient des villages dortoirs. Le cas de Bazouges-Cré-sur-Loire n'est pas isolé. Plus de 2000 officines ont fermé en 10 ans. Alors pour comprendre pourquoi les officines de campagne n'attirent plus, nous avons passé une journée dans l'unique pharmacie de Ligny-le-Châtel, 1200 habitants. En dehors de la commune, environ 1000 autres habitants dépendent de cette pharmacie. Et ce qu'on va faire, c'est que si ça ne va pas mieux, demain, on verra pour essayer de vous avoir rendez-vous chez le remplaçant du docteur Martin. D'accord. Julien en est le propriétaire depuis 14 ans. 200 patients entrent ici tous les jours. Ils sont accueillis par seulement 4 salariés. Un effectif réduit faute de candidature. Il en faudrait 2 de plus. On prend forcément un peu moins de temps qu'on aimerait avec les patients parce que voilà, on ne peut pas se permettre de passer trop de temps. L'image, c'est on est un élastique et là, on tend l'élastique. Alors, si le jour il va lâcher, ça va être embêtant. En parallèle du service au comptoir, Pharmacie Vario, bonjour. Julien est accroché à son téléphone. Est-ce que je peux vous rappeler, Madame Gomez, parce que je suis avec Anomalie sur une ordonnance, question sur un traitement. La ventoline, elle ne lui fait plus rien. Pire, ça aggrave les choses a priori, donc qu'est-ce qu'on fait? Il est appelé pour tout. Donc 120 doses, ça fait 2 mois. Donc... Une ultra-disponibilité qui fait de Julien, comme beaucoup de pharmaciens, le premier professionnel de santé consulté. Là, c'est parce qu'elle m'a dit j'ai quelque chose et des fois ça me fait mal quand je marche longtemps. Ah oui, ça s'en est une, ça, oui, tout à fait. La pharmacie, c'est quand même le seul endroit de soins où vous poussez la porte sans rendez-vous. Donc les patients viennent spontanément ici, en fait. Un jour, j'ai eu une plaie, c'est un monsieur qui s'était mis quand même un coup de tronçonneuse, quoi. Donc évidemment, je n'allais pas faire grand-chose en pharmacie. Il a été directement aux urgences. Ces consultations improvisées quasi quotidiennes ne sont pas rémunérées. La vaccination et d'autres tâches, en revanche, ont bien été revalorisées de quelques euros, mais pas assez pour compenser la baisse des revenus liés aux médicaments. Un comprimé tout de suite et un demi-comprimé 1 heure plus tard. Une fois le rideau baissé, Julien doit encore passer des commandes, gérer l'administratif jusqu'à 22h, puis assurer une garde de nuit. Des journées de 13 heures. Voilà le prix à payer pour assurer la rentabilité de sa pharmacie. Mais les jeunes pharmaciens n'adhèrent plus à ces conditions de travail. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est plus forcément de l'argent qu'ils recherchent, mais ça peut être du temps, ça peut être des occupations. Donc c'est vrai que c'est le gros problème de ces milieux ruraux pour lesquels l'attractivité, elle n'est pas là. Les études de pharmacie n'attirent pas non plus. Chaque année, des centaines de sièges sont vides dans les amphithéâtres. L'année dernière, par exemple, sur 2600 places, près de 300 sont restées vacantes. Et pour la moitié des étudiants présents, la pharmacie est un plan B aux études de médecine. Pour Manon, bientôt diplômée, le problème, c'est l'image du métier. Souvent réduit à la vente de médicaments. Je pense que c'est par un manque de visibilité et peut-être de la connaissance du métier de pharmacien. Il faut vraiment jouer sur le fait que le pharmacien d'officine, maintenant, il a vraiment un rôle central dans l'accès aux soins avec les nouvelles missions qui peuvent encore plus plaire aux étudiants qui cherchent leur future profession. Moins de diplômés, cela veut dire plus de déserts pharmaceutiques. En Lozère, une expérimentation est en cours. Une pharmacie éphémère a été aménagée dans cette mairie pour Jessica. Elle y assure depuis quelques mois 2 jours de permanence par semaine et le reste du temps travaille dans sa propre pharmacie, à 20 km d'ici. Le loyer m'est offert pendant 3 ans, les charges aussi. Comparé à un rachat de pharmacie où là on paye tout, c'était quand même très avantageux. Ces antennes de pharmacie ouvertes dans plusieurs régions pourront-elles répondre aux besoins des habitants dans les communes rurales? L'État se donne 3 ans pour voir si ce test est concluant. Passer 24 heures sur 24 ensemble au travail et à la maison. C'est le choix de nombreux Français. Pour eux, travailler en famille est une évidence, qu'ils soient traiteurs, couvreurs ou pizzaiolo. Les générations et les fratries se mélangent, souvent pour le meilleur et parfois avec quelques frictions. Arsène Gay, Alexandre Godin et Emmanuel Copeau nous font les présentations. C'est la France qui partage plus qu'un lieu de travail. Moi, je n'ai toujours fait que ça en famille. La France, des collègues plus exigeants que la moyenne. En famille, on a tendance à se dire plus les choses plus facilement. Celle aussi. Je suis encore en période d'essai, désolé. De la bonne ambiance au boulot. Il y en a un qui est un peu plus fanfaron devant et un peu plus sérieux derrière. Pour certains, les congés impossibles à planifier. Pour d'autres, la fierté de transmettre. Rencontre avec ces Français qui ont fait de leur travail
une histoire de famille. Justement, dans la famille, Marie, demandez n'importe quel membre, il est sans doute dans cette pièce. On aime bien travailler ensemble, c'est ce qui nous lie. Les parents, les 4 enfants et même la belle-fille. Certains étaient dans le BTP, d'autres dans la banque. Mais il y a 5 ans, tous se sont réunis pour ouvrir cette crèmerie. De quoi, maman? Après le Covid, plus question de rester séparés. On chante et on fait tout comme dans une vie normale, quoi, mais même en bossant. Bah ça, si, c'est la même taille que ce qu'on a là, les petites. Ce matin-là, comme chaque jour, les maris préparent des dizaines de plateaux de fromage, charcuterie, fruits, maquis. Notamment pour réapprovisionner leurs 11 distributeurs automatiques autour de Caen. L'affaire tourne bien. Une question banale nous vient alors. Qui est le patron? Est-ce le doyen Frédéric? Je suis pas le décideur. Hein, on est tous décideurs. C'est pas mon affaire, moi. Hein. Oui. C'est notre affaire à tous, quoi. C'est tout, quoi. Pas de patron, la réponse est claire. Je suis désolée, je peux pas. D'ailleurs, la clarté ici, ce n'est pas ce qui manque. En famille, pas de retenue sur les remarques. C'est pas l'intérieur de la boîte, donc c'est pas. Ça me fatigue de me chercher un mec. Les prises de bec sont à l'image de leur relation intense. On a une exigence qui est plus élevée. On est plus pointilleux parce qu'on connaît vraiment bien la personne. Je pense qu'à partir du moment où l'amour est là, on se pardonne vite, quoi. Les entreprises familiales représentent 2/3 des entreprises françaises, sans pour autant toutes se ressembler. La preuve, 400 km plus loin, au nord de Brest, les Landurés sont couvreurs. 3 générations sur les toits, de Marie, 19 ans, à l'infatigable Marie-Claire, 70 ans. Quand Frédéric a commencé, déjà au début on lui avait dit s'il pouvait faire autre chose. Et puis Marie, bon, elle a commencé jeune avec nous aussi, elle aimait bien venir avec nous le mercredi. Bon, elle s'y est prise, quoi. Depuis une semaine, la grand-mère, le père et la fille rénovent ce toit dont les 2 aînés s'étaient déjà occupés 15 ans plus tôt. Le manche a besoin d'être à tremper. De là-haut, une vue magnifique, mais pas le temps d'en profiter. Chez les Landurés, le travail doit être bien fait. Et pour qu'il soit bien fait, celui-là, tu peux le rabattre en bas, par exemple. L'entraide, en toutes circonstances. On m'a toujours appris à bien travailler, peu importe le temps que je mets à faire, plutôt que de bâcler. Avec plus de couvreuses que de couvreurs dans l'entreprise, les Landurés sont connus de tous dans le coin. Quand on arrive chez les clients, on a l'impression presque de faire partie de leur famille, quoi, parce que ils nous connaissent. Ils sont toujours contents de nous voir, puis prendre des nouvelles de Marie, de sa formation. Puis c'est toujours épaté de voir que ma mère est toujours au boulot à 70 ans. Et si les liens familiaux étaient la meilleure façon de se démarquer de la concurrence? Dans leur restaurant à Carnac, dans le Morbihan, Mewen et Maël ont un avis bien tranché sur la question. C'est le restaurant des 2 jumeaux, quoi. Et on a une caricature à l'entrée du restaurant. On joue aussi, on essaie de le mettre en avant parce que c'est assez atypique aussi. Des restaurateurs jumeaux. Heureusement, les lunettes permettent de facilement les distinguer. Je vous ai compris, monsieur, c'est l'essentiel. Qu'en est-il du caractère? On n'est pas vraiment tout à fait pareil. Il y en a un qui est plus à l'aise devant, c'est pour ça qu'il gère la salle, même avec le relationnel client. Et moi, ma partie, c'est plus la cuisine, et on va dire que j'ai un côté un peu plus rigoureux. Ça se taquine souvent, on se chambre. C'est l'avantage de bosser avec son jumeau, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Je peux facilement lui dire le matin, t'es venu avec ta tête des mauvais jours ou des choses comme ça. L'ambiance est elle aussi chaleureuse pour les autres salariés, non membres de la famille. Pour Maëlys, en tout cas, elle déteint sur tout le restaurant. Je pense que oui, ça fait beaucoup plus encore familial. C'est eux qui nous le font ressentir. On s'entend tous super bien et on rigole tous bien ensemble. Donc pour moi, ouais, c'est important. Ouais. Les frères jumeaux peuvent se comprendre en un regard. Une complicité qui facilite absolument tout dans leur travail. Est-ce que je peux avoir un bol de salade en urge, s'il vous plaît? Même si être patron et de la même famille pose un gros problème. Celui de choisir ses congés. Des fois, il y a des événements de nos amis auxquels on a tous les deux envie d'y être. Et c'est quand même plus compliqué de nous s'absenter tous les deux. En fait, le plus compliqué, c'est de l'expliquer parfois à la famille et aux amis.
Justement, qu'en est-il des autres membres de la famille, ceux qui ont un travail différent? Pour y répondre, retour en Normandie, chez la famille Marie. Vanessa, la belle-fille, travaille dans une auto-école, mais la crèmerie fait tout autant partie de sa vie. Il n'y a pas une semaine, enfin même le mercredi, je viens à la crèmerie, le dimanche, enfin, tous les week-ends, on mange ensemble en fait. On vit ensemble. Entre vie familiale et vie professionnelle, les frontières sont donc brouillées. La preuve, ce soir-là, vous pensiez qu'il s'agissait d'un banal apéritif pour décompresser? Perdu. Attends, je vais prendre un morceau d'emmental. On fait une validation tous ensemble avant que ça puisse être vendu à la boutique. Ah, on fait ça toutes les semaines. Pour chaque nouveau produit, n'importe comment, on goûte tout. Hein. Vous ne rêvez pas. Même après le travail, la famille travaille. Il est bon, sérieux? Il est très très bon. C'est super bon. On joint quand même l'utile à l'agréable. On parle autant de travail qu'on arrive à prendre du plaisir ensemble et à discuter de tout et de rien. Rien ne semble pouvoir séparer la famille, qui espère encore développer l'entreprise, avec un jour peut-être de nouvelles recrues. Tu le vois? Tout de suite, seul ou en famille, l'information continue sur LCI Canal 15, sur TF1 dès 7h. Ne manquez pas la matinale avec Maud Descamps et toute son équipe. Ils recevront notamment Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Alter Ego. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve évidemment demain soir. Excellente soirée à tous. À demain.